Jeune Actu, la radio du lycée Alain Fournier. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Nous vous proposons une émission spéciale nommée Média le Direct, en direct du lycée Alain Fournier. Tout au long de cette émission, vous serez en compagnie de moi-même et Mathéo. Bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec un petit bulletin d'actualité présenté par Maëlys et Elisa. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 29 mai 2018 et c'est la journée mondiale des casques bleus. Cette journée rend hommage au personnel civil, policier et militaire pour leur contribution au travail de l'ONU. Dans l'actualité, la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump qui avait été annulée jeudi dernier est de nouveau d'actualité. Dimanche soir, le président américain a confirmé que des discussions entre Nord-Coréens et Américains étaient en cours. En France maintenant, le geste héroïque de Mamoudou Gassama, le jeune malien qui a sauvé un enfant suspendu dans le vide depuis un balcon parisien, va être récompensé. En effet, il va être naturalisé français et intégrer les sapeurs-pompiers. À présent, parlons d'environnement. La Commission européenne a présenté de nouvelles règles pour limiter la pollution plastique des mers. Elle cible les produits en plastique à usage unique, comme les cotons-tiges et les pailles, qui seront interdits et devront être produits à partir de matériaux plus durables. Dans les actualités sportives, hier, les Français Gilles Simon et Benoît Paire se sont qualifiés pour le second tour de Roland-Garros. Aujourd'hui, 10 Français vont tenter de se qualifier. Parmi eux, Gérard Gasquet et Caroline Garcia. Hier soir, l'équipe de France a joué contre la République d'Irlande et s'est imposée 2-0 avec un but d'Olivier Giroud et un de Nabil Fekir. Vendredi, ils tenteront de faire la même chose face à l'Italie. Aujourd'hui, le temps est pluvieux avec une température moyenne à 20 degrés et nous fêtons les Aymar. Nous rendons à présent l'antenne à Mathéo et Jérémy. Merci Maëlys et Elisa. Et maintenant, nous allons lancer la chronique sport sur la Coupe du Monde de football par Marine et Johanna. Bonjour, c'est Johanna. Bonjour, c'est Marine. Nous allons vous parler de la Coupe du Monde de football 2018 qui se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. Notre équipe de France sera alors confrontée à de nombreuses équipes internationales. Mais Antoine Griezmann, idole des Français, correspondra-t-il aux attentes du public ? Vont-ils réussir à remporter la victoire afin de devenir les champions du monde ? Eh bien, lors d'un entretien avec le journal L'Équipe, Antoine Griezmann a assuré qu'il sera en pleine forme pour le mondial en approche. Ce joueur que l'on attend tous de voir sur le terrain est méconnu du grand public. Il y a encore quelques mois, a vécu une saison exceptionnelle. Brillant en club comme en sélection, l'attaquant des Bleus est devenu, pendant l'Euro, le nouveau chouchou des supporters. Puis, selon le baromètre CSA diffusé sur BFM TV récemment, le patron des Bleus est toujours le préféré des Français. Avec 27% de vote, il advance le jeune Kylian Mbappé et le capitaine Hugo Lloris. Sans oublier qu'il est aussi l'un des principaux joueurs du célèbre club espagnol, l'Atlético Madrid. L'équipe de France sera-t-elle championne du monde en Russie ? Le tirage au sort des groupes a déjà eu lieu, mais celle-ci peut déjà rêver grâce à son réservoir envié de jeunes pépites. Si la France du foot a pu faire la moue devant le parcours de qualification heurté des Bleus et leur jeu parfois laborieux, de grandes voix les ont classés parmi les favoris au titre en juillet prochain. Si les Bleus apparaissent dans le premier wagon de favoris, c'est d'abord en raison d'une forme de montée en puissance depuis la prise de fonction de Didier Deschamps en 2012 avec un quart de finale au Mondial 2014 face à l'Allemagne et une finale à l'Euro 2016 face au Portugal. Cependant, cette Coupe du Monde, il ne pourra pas la remporter seul, mais avec tous les heureux élus dont l'identité a été révélée par l'entraîneur Didier Deschamps. Les défenseurs, eux, seront amenés par Hugo Lloris et Samuel Umtiti, les milieux de terrain par Paul Pogba et enfin les attaquants par Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Olivier Giroud. De plus, Opta, une firme spécialisée dans les statistiques sportives, s'est penchée sur les chances de victoire finale dans l'équipe présente au Mondial 2018. Si ce dernier voit le Brésil largement favori, avec 14,2% devant l'Allemagne, l'Argentine et la France, il ne donne malheureusement pas beaucoup de chance à la Belgique d'aller au bout de son rêve. En revanche, la France obtient un score supérieur à 10%. Nous souhaitons bonne chance aux Français et nous sommes tous avec eux. Merci à nos deux commentatrices qui, en grandes sportives qu'elles sont, participent au Raid Nature organisé par le lycée et ne sont donc pas présentes lors de cette émission. On se retrouve après une petite pause musicale, Colors de Jason Derulo. Oh, what a feeling. Look, represent your country. Raise your flag. Show your true colors.
Radio Jeune Actu. Radio Jeune Actu. Des hits et de l'actu. Maintenant, nous allons vous proposer une interview de Just Pas Humaine d'Amandine et Florine. Donc, bonjour, merci d'avoir répondu présent à notre invitation dans l'émission Média le Direct, afin de répondre à quelques questions concernant le voyage humanitaire en Tunisie. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre association Just Be Human? Donc du coup, Just Be Human, c'est une association qui a été créée, une association en 1901 qui a été créée l'an dernier. Donc suite à un projet au Cambodge avec les enfants défavorisés, qui était en fait une récolte de fournitures scolaires directement au lycée Alain Fournier, donc auprès des élèves, mais aussi des professeurs, qui ont été ensuite distribués directement dans le pays, dans une décharge publique auprès des enfants défavorisés. Donc suite à ce projet-là, il était évident de continuer, donc l'association là a pris vie et on espère que ça va continuer. Quand s'est déroulé votre voyage et combien de temps a-t-il duré? Donc, nous sommes partis en avril pour les vacances d'avril, les vacances scolaires d'avril. Nous sommes partis le 14, oui, et on est rentré le 29. Donc, on est partis 2 semaines. Voilà, deux bonnes grosses semaines là-bas. Qui a eu la chance de faire partie de ce projet et comment ont-ils été sélectionnés? Alors, donc du coup, la première personne qui était évidente en fait à participer à ce projet, c'était Maya, qui est avec moi, donc qui était une ancienne élève de Terminal ES. Je vais peut-être la laisser se présenter sur comment s'est passée sa sélection. J'ai pas vraiment eu de sélection pour le coup. Olivia m'a directement proposé, parce que cette année je suis partie faire différents projets socio-éducatifs, donc en humanitaire, au Sénégal ainsi qu'au Pérou. Et du coup, Olivia m'a directement proposé de partir avec elle en Tunisie. Ensuite, nous avons donc Lou Ferry qui était en terminale aussi l'an dernier. Lui n'a pas forcément eu besoin de sélection non plus puisqu'il s'est tout de suite, on va dire, jeté sur le projet dès qu'il a pris vie. Et donc après, nous avons donc 2 BTS agroalimentaires qui sont au lycée Alain Fournier, qui sont Swan Bertolino et Pau Corentin, qui ne sont pas avec nous aujourd'hui puisqu'ils passent leur dernière épreuve d'examen. Donc voilà. Qui eux, par contre, donc il y avait 3 BTS qui se sont présentés et là, pour le coup, ils ont chacun passé un entretien qui était filmé quand ils pouvaient être présents ou qui était enregistré lorsque c'était par téléphone. Donc la sélection s'est faite donc avec moi et avec 2 autres personnes qui font partie de l'association, qui sont plus sur un plan administratif, afin de trancher sur lequel des 3, en tout cas les 2 élèves qui allaient partir avec nous. Très bien. Quel était le but de ce voyage et concrètement, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Donc là, c'était, on va dire, un projet crash test, puisque le premier projet, il a été fait donc simplement avec moi et avec une collègue qui travaille au collège de la Starac. Là, c'était un projet crash test dans le sens qu'il fallait voir est-ce que c'était possible d'amener donc, on va dire, des jeunes, notamment des élèves avec lesquels je travaille, directement sur le terrain. Savoir si c'était possible, que ce soit sur un plan logistique, sur un plan humain. Est-ce que c'est quelque chose qui pouvait intéresser les jeunes, étant donné que déjà le projet au Cambodge avait l'air d'avoir soulevé pas mal d'enthousiasme auprès des élèves. Donc voilà, c'était savoir est-ce que c'était possible d'amener des élèves sur le terrain, des jeunes sur le terrain pour participer à ça. Donc là, j'insiste, c'était bien en projet crash test, puisque c'est la première fois que des personnes qui ne sont pas, que ce soit collègues ou amis, participent à partir sur le terrain. Et donc du coup, je vais laisser Maya dire ce qu'ils ont fait exactement et comment ils l'ont vécu. Mais l'idée, en tout cas, de base, était qu'ils partent à la rencontre des producteurs, agriculteurs locaux, afin d'échanger et de partager, on va dire, que ce soit culturellement ou sur un plan technique. On est d'abord tombé dans une première famille, donc là ça a été vraiment génial, je pense que ça a été le meilleur moment pour nous tous là-bas. On y est resté au total 2-3 jours et donc là on aidait au niveau de la ferme, on a pu visiter aussi leur culture d'olive parce qu'ils faisaient de l'huile d'olive. Et ensuite nous sommes descendus dans le sud, mais après toutes les personnes qui nous attendaient en fait, qu'on devait d'abord aider de base, c'est pas forcément très bien déroulé, c'est pas très bien organisé. Donc au final on n'a pas pu vraiment aider comme on le souhaitait. Et la seconde semaine, on n'a pas non plus tellement de projets à réaliser. Donc au final,
c'était une super expérience, c'est vraiment crash test comme elle a dit Olivia, mais je pense que la prochaine fois, il faudra qu'on arrive à être moins dans l'attente des gens et réussir à plus s'impliquer concrètement, peut-être. C'est vrai que voilà, comme elle dit, malheureusement on était, malheureusement et heureusement aussi, c'était qu'on était quand même pas mal dépendant en fait de l'emploi du temps des autres personnes, étant donné qu'on était quand même, on était mobile en fait au sein du pays. Donc la première ferme en fait qu'on a rencontrée, ça s'est déroulé aussi assez bizarrement parce que quand on est arrivé, on a appris qu'ils n'étaient pas au courant. Ils savaient qu'on était là, qu'on existait, qu'on faisait quelque chose, mais ils savaient pas quand on allait arriver, combien de temps on restait. Donc voilà, ils nous ont appris un peu au vol, mais ça s'est quand même super bien passé et c'est vrai que du coup on a appris beaucoup de choses et donc la personne qui était en charge de nous était le trésorier d'une coopérative qui travaille avec Etikable. Donc là pour le coup très bon contact et c'est vrai qu'après les autres personnes on les a attendues donc on n'a pas fait autant de choses qu'on aurait voulu, malheureusement. On aurait voulu davantage participer, mais on s'est rendu compte que au sein du pays, pour eux, c'était très curieux que des jeunes, notamment des gens, veuillent travailler en tant que volontaires et ne pas être payés. Donc, c'était la grosse surprise. Donc, pour la plupart, ils ne comprenaient pas le sens du projet, même si ça a été expliqué X fois, parce que c'est tellement incongru pour eux que voilà. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on a pu faire des choses insolites puisqu'on a quand même trait des chamelles. Oui. On a bu du lait de chamelle, on a mangé du dromadaire. C'était assez incongru comme histoire. On a trait des chèvres, on s'est occupé ramasser le fumier des moutons. C'était une très bonne journée. Ça, c'était les femmes qui en étaient en charge. Les garçons faisaient des choses plus physiques, apparemment, comme c'était installer des panneaux photovoltaïques. On ne sait pas comment on doit le prendre, mais bon, c'était très drôle. On s'est bien marré quand même. Donc bon, c'est vrai que malheureusement, on était quand même très dépendant de l'emploi du temps des autres. Donc ça, c'est assez dommage. Donc là, à l'avenir, pour les prochains projets, d'être plus indépendant, justement, ou peut-être d'avoir moins d'organismes, mais de passer peut-être plus de temps avec eux. Mais pour le coup, ils ont aussi pu voir le désert du Sahara, qui est quelque chose qui est de moins en moins accessible avec le temps et avec la situation du pays. Et puis, ils ont pu aussi en apprendre davantage sur comment ça s'est passé après la Révolution là-bas et même comment ça se passe maintenant. Comment avez-vous réussi à financer ce type de voyage ? Alors, donc, il y a une partie qui a été sur base du don, qui là était une partie, on va dire 10 ou 20%. La suite était donc leur participation personnelle, puisque là, il était bien dit qu'on ne partait pas en vacances et qu'il fallait aussi qu'il y ait un investissement de chacun, puisqu'on est quand même une association loi 1901, donc on ne fait pas de bénéfices. Donc là, il fallait que chacun y mette du sien. Et après, c'était un mécénat anonyme, privé, qui a participé, on va dire, à une bonne partie, voilà, au moins 50% le financement du projet. Très bien. Qu'est-ce que ce voyage vous a apporté ? Et moi, vu que j'étais déjà partie au Sénégal et au Pérou, j'appréhendais pas du tout de partir en Tunisie. Et moi, j'ai adoré la Tunisie par rapport aux personnes. Leur accueil, ils sont très, très sympathiques. Ils veulent toujours donner toujours plus de leurs propres moyens à eux. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup enrichi encore une fois. Et vraiment, j'ai adoré. Tant qu'une chose, c'est de pouvoir repartir avec Olivia dans un autre pays et découvrir d'autres personnes. C'est vrai que le commentaire général, en tout cas, c'était vraiment les gens de là-bas qui étaient d'une extrême gentillesse. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout habitué à autant de bonté en un seul coup. Donc on était un peu perturbés. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Donc moi, c'était un pays que je connaissais déjà. Donc j'étais très, très, très contente de les retrouver. Et ensuite, en ce qui concerne peut-être sur un plan un peu plus de l'association, c'est savoir à quoi s'attendre et quel point on peut améliorer, qu'est-ce qui est à ne surtout pas toucher, surtout sur ce plan-là. Mais c'est vrai que de manière générale, on était tous les 5 d'accord. C'était c'est le contact humain qu'on a eu là-bas qui était quand même assez incroyable. Mais merci à vous pour vos réponses. Merci. Rien. Merci. Petite question qui n'a aucun rapport avec le voyage, mais surtout, que pensez-vous de cette émission, de cette toute première émission en direct ?
Alors moi, du coup, j'avais déjà fait une fois, du coup, avec la radio jeune du lycée. Donc, voilà, je commence à prendre un peu mes marques. Mais c'est hyper dynamique, c'est super parce qu'on se sent suivi et on voit et on sait qu'on est aussi entendu. Donc, ça fait plaisir de savoir que voilà, il y a des petites choses qui se passent comme ça, mais qui restent pas dans l'ombre. Voilà, qui font avancer quand même, qui restent pas dans l'ombre et qui font un peu connaître aussi ce qui se passe aux alentours, quoi. Et merci à vous. Et maintenant, on va se retrouver pour une petite pause musicale avec Demon, Imagine Dragon. When the days are cold and the car. Maintenant, nous allons vous faire, nous, présentateurs, un petit bilan de Macron et sur ce qu'il a fait, accompli pour le bonheur ou pas des Français. Donc, tout d'abord, malgré la disgrâce qui caractérise tous les présidents après plusieurs mois de pouvoir, Emmanuel Macron reste malgré tout populaire auprès d'une frange importante des Français. Ils sont encore 41% en mai à être satisfaits de sa politique, selon un sondage. Il a réalisé de nombreuses réformes qui, depuis son élection, donnent l'image d'un président dynamique. Premièrement, nous lui devons l'interdiction du glyphosate. Celui-ci est le désherbant le plus utilisé dans le monde de l'agriculture. C'est un produit phytosanitaire qui permet de tuer les insectes nuisibles. Il est considéré comme probablement cancérigène. Cette mesure a rencontré l'approbation de la majorité des Français, mais pas celle des agriculteurs. Nous avons appris ce matin que cette interdiction était levée. Les députés se sont prononcés contre la décision. Par la suite, il y a malheureusement aussi la baisse des APL, les aides personnalisées au logement. Pour les étudiants, cela représente une baisse de 60 € par mois. Puis l'ISF, l'impôt sur la fortune, a été supprimé, mais remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Ces impôts ne portent que sur les biens immobiliers, sans oublier la hausse de la CSG, la contribution sociale généralisée, qui est un impôt sur le revenu d'activité pour financer la sécurité sociale. C'est une hausse de 1,7%, passant alors de 7,5% à 9,2%. Et avec ceci, la réduction des retraites. Les retraités sont contre cette réforme, bien évidemment, et ce, malgré les 30 € de plus donnés par le gouvernement, donnés pour le minimum vieillesse. Maintenant, nous allons parler de la mesure qui a le plus controversé les Français. C'est la limitation de la vitesse à 80 km/h au lieu de 90 sur les routes secondaires. Elle entrera en vigueur le 1er juillet 2018. C'est une expérimentation pour une durée de 2 ans. Elle concerne environ 400 000 km de route. Les chiffres montrent que cette baisse de vitesse a permis de réduire le nombre de victimes sur la route. Mais pour certains, cette baisse ne le réduira pas et qu'au contraire, elle augmentera et que ce n'est qu'un prétexte pour l'État de s'enrichir. Selon la sécurité routière, 3/4 des automobilistes sont opposés à cette mesure et près de 4 Français sur 10 ne la respecteront pas. Pour continuer sur la série noire des réformes qui ne plaisent pas aux Français, le changement du statut des cheminots est en cours et de nombreuses grèves ont eu ou auront lieu. Ce statut, créé en 1909, comporte des avantages et des contraintes, dont des régimes spéciaux de retraite et des avantages dans les déplacements pour eux et leurs familles. Le gouvernement prévoit de faire disparaître progressivement les postes de cheminots au fur et à mesure que la SNCF engagera des employés. En parallèle, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires est annoncée. Les syndicats sont très remontés contre ces projets de réforme. Son objectif est de faire baisser de 3% la part de défense publique dans le PIB d'ici 2022. Certaines décisions donnent le sentiment qu'Emmanuel Macron est le président des villes. Certains disent que ces réformes favorisent les personnes riches. C'est comme ça qu'est perçue la suppression de l'exit tax. En parlant de cette taxe, elle obligeait les exilés fiscaux à payer des impôts sur les plus-values au moment de leur départ. Emmanuel Macron a annoncé vouloir supprimer cette taxe car selon lui, elle n'a pas de sens et elle ternit l'image économique de la France auprès des investisseurs étrangers. Pour finir, on peut dire que c'est un bilan plutôt mitigé pour Macron, mais qui reste malgré tout majoritairement positif grâce à des réformes qui contentent la plus grande partie de la population française. Ce jeune président bouge en faveur de son pays, comme n'importe quel chef d'État devrait le faire. Maintenant, nous vous proposons une pause musicale, 3 cafés gourmands à nos souvenirs. Comment puis-je oublier ce coin de... L'année 2018 est l'occasion de célébrer un anniversaire spécial, mai 68. Nous avons demandé à Elisa et Tom de nous en parler. Elisa, comment a débuté mai 68 ? Nous t'écoutons. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, ces incidents de mai commencent à l'arrivée en nombre de la génération du baby-boom dans les facultés de France qui étaient mal préparées à les accueillir. À cause de ce baby-boom, le nombre des étudiants et des lycéens a triplé en l'espace de 10 ans.
ce qui provoque de nombreuses tensions et de nombreuses agitations. C'est alors que des incidents en mars éclatent à la faculté de Nanterre. La multiplication de ces incidents à Nanterre entraîne la fermeture de l'université le 2 mai. Des querelles entre les étudiants et les policiers à Paris déclenchent le mouvement. En quelques jours, les universités sont alors paralysées par la grève. Dans la nuit du 10 au 11 mai, une première nuit des barricades est l'occasion d'affrontements violents au quartier latin. Les manifestations se succèdent et on peut donc ici écouter le témoignage de Christiane qui nous explique sa participation lors de ces manifestations. Nous aussi, à partir du mois de juin, pratiquement en grève, puisque c'était très difficile d'accéder au centre de formation, donc l'école normale, à cause des moyens de transport. Donc les étudiants et les jeunes enseignants en formation se sont mis en grève comme tout le monde, plus ou moins. Donc nous avons eu ainsi, du moins moi, la possibilité d'aller sur la Sorbonne, d'assister à des tas de rencontres et de voir comment mai 68 se déroulait. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas fait les barricades, mais j'ai battu le pavé dans les manifestations. J'ai crié, comme tout le monde, un tas de slogans qui aujourd'hui nous paraissent quand même pas si démodés que ça. Mais je n'ai pas lancé de pavé sur les CRS. Je ne me suis pas fait arrêter par la police. Même si au cours des manifestations, on pouvait avoir ce risque. Voilà. Donc, je peux dire que j'ai pleinement adhéré, pleinement participé, sans pour autant être sur les barricades de première loge. Voilà. C'est ça. Mais le mouvement ne se cantonne pas qu'aux étudiants. Cette crise devient alors une crise sociale en s'étendant au monde du travail entre le 13 et le 29 mai. Les syndicats organisent alors une journée de grève le 13 mai pour protester contre la répression policière des 500 arrestations. Les grèves se prolongent et en quelques jours, la plupart des entreprises françaises se mettent en grève et sont souvent occupées par leurs salariés. On compte alors 7 millions de grévistes déclarés sans compter les salariés en chômage technique ou bloqués par le manque de transport. La crise sociale paralyse alors la France, après une deuxième nuit des barricades le 24 mai. Pour essayer de calmer la situation, le Premier ministre Georges Pompidou essaie de négocier avec les syndicats et le patronat les accords de Grenelle qui prévoient des augmentations de salaire le 27 mai 1968. Mais cela n'enraye pas le mouvement de grève. Au contraire, le jour même, la base ouvrière repousse ces accords et poursuit donc la grève. La crise semble alors totale, le pays est bloqué et le régime en danger. Mais l'union entre les étudiants et les ouvriers est manquée car les syndicats traditionnels se sentent débordés par les événements et acceptent en fin de compte les accords de Grenelle. C'est alors que le mouvement de mai échoue parce que l'union de ces acteurs n'est pas faite et parce que De Gaulle joue habilement de l'inquiétude des Français. Il provoque la dissolution de l'Assemblée et obtient la majorité aux législatives. La France est donc divisée en deux entre les étudiants ouvriers et le reste de la population qui voit encore De Gaulle comme un héros national, comme nous le dit si bien ce témoignage. Mai 68, comment ce mouvement a été perçu par le reste de la France? Alors là... Ou de ta famille? De ma famille, on va dire difficilement, parce que je me mettais contre l'ordre établi. Je me mettais contre le général de Gaulle, quelque part, puisque quand tu contestes un gouvernement, quand tu contestes un ordre établi, tu contestes un président, tu contestes ceux qui nous gouvernent, voilà. Et j'avais des discussions, on va dire, très difficiles avec mes parents, et en particulier avec mon père.
qui ne comprenait pas, parce que lui, il avait fait la résistance, il avait fait la guerre, il était très général de Gaulle. Oui, pour lui, c'était le sauveur. Exactement. Pour lui, c'était le sauveur. Et donc, il ne comprenait pas que moi, je puisse remettre en cause cet ordre établi. Le mouvement contestataire ne s'achève pas totalement en mai 68, car en juin, les journalistes de l'ORTF poursuivent leur lutte pour exiger la liberté d'exercer leur métier. De plus, au début des années 70, les revendications concernent les droits des femmes, la démilitarisation, etc., comme nous en parle Christiane dans ce nouvel extrait. Quand, par la suite, des gouvernements et des personnes comme Simone Veil se sont engagées, eh bien, c'est dans cette suite logique de cette prise de conscience que la femme, elle est l'égale de l'homme, en tout, en tout. Et je pense que ça finit par le mettre terriblement en valeur, mai 68. Tout ça, ça couvait. Mais il a fallu que ça explose et que ça éclose comme un bourgeon pour porter tous ces fruits que l'on aura, pour lesquels, eh bien, pendant les 10 années qui vont suivre, eh bien, il va y avoir des grandes avancées dans le monde social, d'abord, sur le plan social, sur le plan des salaires, profondément. Aussi, ça a changé beaucoup la donne. La façon les congés payés qui ont été allongés d'une semaine supplémentaire, ça aussi c'est très important. Et puis, toutes les avancées sociales, mais aussi dans le domaine d'égalité hommes-femmes, même s'il reste encore des choses à faire aujourd'hui. Il y en a toujours. Toujours. Le combat n'est jamais fini. Non. Il doit être poursuivi, mais au moins, ça, c'était très important. Et puis, moi, ça a été un moment d'explosion d'idées, d'explosion de générosité, d'explosion de création. Mai 68, enfin, pour moi, ça reste un moment extraordinaire. Par ailleurs, ce mouvement de contestation ne se limite pas au niveau national, mais aussi à l'échelle mondiale, avec l'Allemagne de l'Ouest, la Tchécoslovaquie, l'Italie et les États-Unis qui connaissent eux aussi des mouvements de contestation de la jeunesse. C'est d'ailleurs aux États-Unis qu'a pris naissance cette crise internationale en septembre 1964 sur le campus de Berkeley pour contester la guerre du Vietnam. Et maintenant, je laisse la parole à Tom. Bonjour à tous. Donc je regrette Elisa, mais ce que tu viens de dire est faux. Les véritables responsables de mai 68 ne sont pas les étudiants et les manifestants, mais Astérix et Obélix. Donc en voici les preuves. Les manifestations de mai 68 viennent du Parti communiste français qui est basé sur le modèle de la Chine populaire. Depuis 1949, c'est Mao Zedong qui est au pouvoir en Chine. Fondateur de cette république populaire, il est également à l'origine de la Chine communiste. En 1968, il va donc organiser une révolution culturelle avec les lycéens et les étudiants. Alors vous vous demandez sûrement quel est le rapport avec les aventures d'Astérix le Gaulois. Il se trouve que la couleur du communisme et de son drapeau est le rouge, donc il s'agit du rouge. Or ce même rouge est très présent dans la bande dessinée. Donc dans les différentes histoires, on retrouve le Conseil des Sages, c'est lui qui dirige le village gaulois. Il est composé du chef Abracoursix, du druide Panoramix et du barde Assurance Tourix. Et ces personnages ont tous les trois une cape rouge, donc le rouge du communisme. Mais on retrouve également cette couleur sur les deux meilleurs guerriers du village, le pantalon d'Astérix et les cheveux d'Obélix, qui ne sont pas roux, mais bien rouges. Mais ce n'est pas tout. Dans les aventures d'Astérix, les architectures romaines sont très présentes. Elles sont souvent composées de colonnes de marbre, avec au-dessus un toit triangulaire nous dévoilant plusieurs sculptures. En mai 1968, d'importantes manifestations ont eu lieu dans le quartier latin de Paris, où l'on retrouve les mêmes colonnes, des sculptures semblables et un toit également triangulaire. Donc coïncidence, je ne crois pas. À présent, parlons de ces Gaulois qui résistent et se révoltent contre les Romains qui détiennent le pouvoir. On peut facilement faire le parallèle avec les jeunes qui se révoltent contre le pouvoir. D'ailleurs, à l'époque d'Astérix, ceux qui résistent vivent en Gaule et le président de la République en 1968 est Charles de Gaulle. Donc tout est lié. D'ailleurs, de Gaulle et César ont exactement le même salut, ils lèvent le bras droit. Mais ce n'est pas fini. Les CRS de mai 68 tiennent tous un bouclier devant eux, comme les soldats romains.
Intéressons-nous maintenant au titre Astérix et Obélix. On retrouve dans ces trois mots les lettres T-E-R-B-E-L-I, qui forment, si on les met dans le bon ordre, le mot liberté, qui est la devise et l'objectif des manifestants. Astérix et Obélix ne sont donc pas des personnages fictifs, mais ont bel et bien existé. Ils ont fait passer leurs idées à travers les bandes dessinées. Et d'ailleurs, il semblerait qu'ils préparent actuellement une nouvelle révolution. Bon, donc tout ce que je viens de dire est faux. Il s'agit d'une théorie du complot. Donc une théorie du complot, elle est composée de plusieurs fausses informations, aussi appelées fake news, notamment par Donald Trump, qui ont pour but de construire un raisonnement entièrement faux. Les conspirationnistes les utilisent beaucoup. Donc pour en réaliser une, les complotistes peuvent utiliser plusieurs techniques, comme le millefeuille argumentatif, qui vise à sortir beaucoup d'arguments faibles d'un coup, ce qui crée un effet crédible. On peut également utiliser un raisonnement qui a l'apparence de la rigueur, mais qui est en réalité erroné. On peut se servir d'un bouc émissaire, d'une inversion de la charge de la preuve, ou encore d'un dévoilement avec la révélation d'un sens caché. Les théories du complot les plus connues disent par exemple qu'aucun homme n'aurait marché sur la Lune, ou encore que Hitler ne se serait jamais suicidé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qu'il se serait exilé sur une île vivant très vieux. Mais ces fake news peuvent également être drôles ou caricaturales. C'est ce que fait le site du Gorafi en ne publiant que de fausses informations, comme par exemple Karim Benzema annonce la liste des personnes avec qui il insultera Didier Deschamps pendant le prochain mondial. Des grands patrons du CAC 40 se font peur autour du feu en se racontant des histoires d'Élise Lucet. Ou encore Air France ouvre une ligne reliant Bogota à la narine droite de Kev Adams. Donc, le Before du Grand Journal sur Canal+, en a également utilisé. Écoutez. France de football, c'était simplement une malédiction du diable. Leur maillot, en tout cas, est rempli d'indices. Sur l'écusson, déjà 7 étoiles. Ça ne vous dit rien? Eh oui, c'est bien sûr le pentagramme satanique. Regardez aussi l'acronyme de la Fédération française de foot, FFF. Le F, c'est la 6e lettre de l'alphabet. Donc FFF, ça donne quoi? 666, le chiffre du diable. Et 3 fois 666 égale 1998, exactement l'année de la victoire de la Coupe du Monde. Coïncidence? Je ne crois pas. Les joueurs ne sont pas en reste. Par exemple, Eric Abidal. Abidal, c'est l'anagramme parfait de Diabla, qui veut dire diablesse en espagnol. Ou encore Patrice Evra, l'ex-capitaine des Bleus, qui joue lui carrément à Manchester, qu'on surnomme les Red Devils, les Diables Rouges. Si vous avez encore des doutes, essayez d'écouter une déclaration de Franck Ribéry à l'envers et au ralenti. En augmentant les aigus et en ajoutant un tout petit peu d'effet, qu'est-ce qu'on obtient? Et oui, vous l'entendez? Ça ressemble bizarrement aux fourches-langues, la langue du diable. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Donc cette année, en AP Média, nous avons également réalisé plusieurs théories du complot, comme le DAB qui serait un signe de ralliement pour les partisans des régimes totalitaires, des nostalgiques du nazisme qui seraient aux commandes de la chaîne de télévision RMC Découverte, Johnny Hallyday qui serait une femme, ou encore la Corée du Nord et la Corée du Sud qui seraient de mèche afin de s'opposer au reste du monde et de le dominer. Voici d'ailleurs ce que nous dit cette dernière théorie. Donc, la sœur du dictateur de Corée du Nord, Kim Jong-un, s'est rendue en Corée du Sud lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang pour pactiser avec ses opposants le 9 février 2018. La date de séparation des deux Corées a eu lieu le 27 janvier 1953, soit 65 ans plus tôt, une date anniversaire qui ne peut être que symbolique. En réalité, ces deux dates sont séparées par exactement 64 ans, 4 jours et 4 mois et 18 jours. Donc deux chiffres 4, et si nous les additionnons, nous obtenons le 8 de 18 jours. Ce chiffre a donc une grande importance, et cela n'est pas étonnant puisqu'il est symbole de la mort dans la culture coréenne. C'est donc la fin du monde libre que nous avons connu. Mais ce n'est pas tout, la mort est également symbolisée lorsqu'une personne porte du blanc sur la tête, et le couvre-chef de Choi Soon-sil est de couleur blanche. Donc Choi Soon-sil, c'était la confidente de l'ancienne présidente de Corée du Sud, et elles ont toutes les deux été accusées de corruption. Donc lors d'une manifestation contre ces deux femmes, les manifestants ont brandi des pancartes rouges, et cette couleur est elle aussi symbole de la mort, ce qui signifie que le monde s'apprête à être exterminé par les deux Corées. Voilà donc pour ce raisonnement entièrement faux, encore une fois. Alors aujourd'hui, selon une enquête réalisée par la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy en lien avec l'IFOP et relayée par France Info, près de 8 Français sur 10 croient à au moins une théorie du complot. Par exemple, une théorie à laquelle 32% des Français croient, le sida a été créé en laboratoire et testé sur la population africaine.
Donc ce sont surtout les jeunes qui croient à ces fake news, puisqu'ils sont 2 fois plus nombreux que les plus de 35 ans à y croire. Tout cela est dû à la montée en puissance d'Internet et des sources peu fiables. Le problème est que ces fausses informations peuvent avoir un impact sur, par exemple, les élections présidentielles, en favorisant un candidat, en essayant de favoriser un candidat au détriment d'un autre. Ainsi, en 2017, Marine Le Pen a été favorisée par près de 40% des complotistes. C'est pour cela que le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de créer une loi qui combat les fake news en période électorale. Merci Tom et Elisa pour ces informations. Et nous allons passer une petite pause musicale. Et oui, c'est déjà la fin de cette émission au nom, c'est dommage, du lycée Alain Fournier. Donc nous tenons à remercier d'abord Olivia et Maya pour leur intervention. Et nous précisons qu'il y aura une petite cagnotte pour organiser leur nouveau voyage en Inde avec l'association Just Be Human. Donc nous remercions aussi tous ceux qui nous ont aidés à monter cette émission. Donc nous avons bien entendu bénéficié de l'aide de Patrick Martinez, directeur de la radio Coteau, qui nous écoute sûrement. Merci Monsieur Martinez. Merci Monsieur. Bien entendu Daniel, créateur de la radio Jeune Actu du lycée. Qui est avec nous. Et oui. Et enfin Monsieur Néré, notre professeur, qui nous a guidés toute cette année pour monter cette émission. Qui est aussi avec nous. Merci à tous. Merci de votre écoute, chers auditeurs. Et bonne fin de journée à tous. Au revoir. Radio Jeune Actu. Radio Jeune Actu. Des hits et de l'actu.